Pour les musulmans intégristes, la femme est impure parce qu'elle leur inspire de mauvaises pensées. Le cochon aussi est impur. Tu crois qu'ils rêvent de s'enfiler des cochons? Ouais. Oh. Je vais me convertir. Je me suis jamais fait de cochon, je me suis fait des cochonnes. Tiens, là, je vais peut-être me faire un canard. Vous êtes à l'écoute de Maurice et Patapon, l'épisode 19 de la saison 3 de Jeunes Loups Vieux Lions, une émission réintitulée en l'honneur des deux personnages que vous avez pu entendre à l'instant, les deux personnages de Charlie Hebdo décédés mercredi matin en même temps que leur papa, Charb et plusieurs de ses acolytes tombés sous les balles de quelques zélotes religieux. Une émission spéciale aujourd'hui donc... avec des jeunes loups, des vieux lions, des Maurice, des Patapons que vous n'avez pas nécessairement l'habitude d'entendre sur le plateau de CIBL. Ma chère Mathilde Lefebvre, je vous invite à les présenter. Oui, bonjour Florent. Alors, avec nous, on a les organisateurs de la vigile, en fait, du rassemblement qu'il y a eu à Montréal ce mercredi soir au centre-ville de Montréal. Il y avait une vigile qui se passait à la place Émilie-Gamelin, organisée entre autres par Cyril Giraud, qui est porte-parole pour le Québec au sein du cabinet fantôme du Parti vert du Canada. Monsieur Giraud a évolué dans le secteur financier depuis les années 2000. Il a notamment été candidat pour Projet Montréal aux élections de 2013. Avec lui, il y a également Madame Mélanie Pinto, journaliste française, qui a notamment écrit pour La Charente Libre et pour Le Parisien, séjourne à Montréal depuis un mois. Et puis, avec Madame Pinto et Monsieur Giraud, on a Monsieur Yann Chantrel, qui a été l'organisateur finalement du rassemblement de soutien aux victimes de Charlie Hebdo. Yann Chantrel est citoyen engagé, résident à Montréal depuis janvier 2011. Et il est également le conseiller consulaire socialiste élu à l'Assemblée des Français à l'étranger. Alors, on les remercie tous et toutes d'être avec nous ce matin. Et puis, on espère avoir une belle table ronde au sujet de la liberté de presse. Alors, la liberté de presse, effectivement, ce sera la liberté d'expression, tout simplement, sera au cœur des discussions que nous aurons aujourd'hui pour cette déjà 86e émission de la longue histoire de Jeunes Loups Vieux Lions. On vous rappelle que vous êtes sur CIBL 101.5 Montréal, une émission que vous pouvez écouter bien évidemment en balado-diffusion sur iTunes. Vous pouvez aussi écouter en direct CIBL au canal 574 d'Illico, la télévision numérique de Vidéotron, ainsi que sur internet au CIBL105.com. Nos trois panélistes donc aujourd'hui ce matin pour vous parler de liberté d'expression. Évidemment de l'émotion, j'imagine, parmi vous ce matin. De l'inattendu certainement vis-à-vis de ces événements et en même temps du prévisible. On savait que Charlie Hebdo était au cœur de nombreuses menaces depuis de nombreuses années. Ça vous inspire quoi d'abord dans un premier temps pour évacuer, je dirais, la question sécuritaire qui malheureusement restera prégnante en France probablement pendant de longs mois, mais je ne pense pas que ce soit le cœur du sujet principalement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque en termes de protection des journalistes, de capacité d'évoluer de façon sécuritaire dans la profession journalistique? Je commencerai avec vous d'abord, Madame Pinto, si vous le voulez bien. Eh bien, que dire, les journalistes, nous sommes des citoyens lambda, comme tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'il faille qu'on ait une protection particulière. Il est vrai que Charlie Hebdo était la cible depuis de nombreuses années. Tout particulièrement, ça a commencé en 2011. Leurs locaux ont été littéralement brûlés, attaqués à base de cocktails Molotov, tout à fait. Mais je trouve que justement Charlie Hebdo est un bel exemple parce que ils se sont tout de suite retournés. Ils ont été accueillis dans les journaux de Libération. Je m'en souviens très bien parce que ce jour-là, j'étais justement dans les locaux de Libération. J'ai eu la chance justement de rencontrer Charb, Cabu et Coco, donc les dessinateurs. Et ils nous ont dit vraiment que ces terroristes, ces forcenés ne les atteindraient pas. Malheureusement, mercredi, ils les ont eus. Ouais. Mais à nouveau, Charlie Hebdo se relève et va retourner dans les locaux de Libération. Ouais. Et l'urgence, c'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui dans la presse, dans la presse française, l'urgence, c'est de sortir un nouveau journal. Un prochain numéro mercredi prochain. Voilà, donc en termes de sécurité,
Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Là, je sais que mes collègues aujourd'hui, parisiens par exemple, en Île-de-France, ils se barricadent. Ouais. C'est-à-dire que toutes les rédactions sont fermées à double tour. Il y a vraiment une crainte forcément, une peur. Ouais. Mais quoi faire ? Je ne sais pas. Je pense que justement notre force, c'est notre plume. Il faut qu'on attaque avec des stylos et qu'on continue d'écrire et se battre. Merci. Monsieur Giraud, si vous le voulez bien, je vais aussi vous poser cette question sur le plan sécuritaire. On va passer peut-être une quinzaine de minutes là-dessus, en déviant, si vous le voulez bien, sur le risque, le potentiel, du moins je dirais, de dérive sécuritaire qui est à craindre après ce genre d'événement. Un patriote acte à la française, peut-être. Marine Le Pen qui en profite pour, je dirais, faire sa sauce, et dire que lorsqu'elle sera au pouvoir, elle fera un référendum sur la peine de mort. Est-ce que c'est une crainte légitime en tant que Français, mais aussi en tant que démocrate ? Vous voulez dire au niveau de la création d'un potentiel Patriot Act français ? Oui. Okay. C'est très certainement ce qui se dessine, effectivement. Maintenant, il faut aussi faire attention parce que les événements se bousculent dans les deux derniers jours. 48 heures, donc on a beaucoup de mal en fait à cibler exactement ce qui était visé par les terroristes qu'on a du mal à identifier en fait au niveau du donneur d'ordre. Et au niveau de la sécurité des journalistes aussi, c'est très confus parce qu'au début, c'était Charlie Hebdo qui était visé. On pensait que c'était la rédaction uniquement. Mais ce qui semble se profiler, c'est qu'il y a comme un enchevêtrement d'actions qui sont en train de se mettre en place. Donc, je pense que c'était plus un symbole de toucher les rédactions. Je pense que c'est plus les rédactions dont il faut parler plutôt que les journalistes aussi. Parce que c'est plusieurs profils très différents qui ont été touchés. Et il y a des gens qui insistent sur le fait qu'on cite principalement les dessinateurs, mais il y a d'autres personnes. Les personnels d'entretien, notamment. Exactement. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut voir quel était le symbole qui était visé au début et où on va arriver. Et pour l'instant, c'est vraiment trop frais pour qu'on soit capable d'identifier les motivations principales. J'écoutais encore ce matin la télévision française sur Internet et vous aviez des experts au niveau des services secrets qui disaient qu'ils s'attendaient justement à ce déroulement d'attentats et qui voyaient malheureusement que l'année se profilerait probablement de façon assez négative. Ouais. Quant à vous, monsieur Chantrel, on le disait à l'instant, la rédaction de Charlie Hebdo était protégée de près par la police française depuis un certain nombre d'années. Évidemment, il y a des informations contradictoires. On nous dit que la sécurité avait été relevée depuis quelques semaines, quelques mois. On sait aussi que les personnes qui sont suspectées dans ces exactions auraient déjà été impliquées dans des événements à connotation islamiste par le passé. Est-ce qu'il y a une difficulté en matière de suivi de ces individus sur le long terme? Est-ce que, je dirais, les renseignements généraux français notamment sont en mesure de faire ce suivi, sachant qu'évidemment on a affaire là à des groupes qui sont beaucoup moins pyramidaux que par le passé, avec une capillarité beaucoup plus grande dans les quartiers notamment? Absolument. Tout d'abord, dans un premier temps, je voudrais, parce que nous intervenons dans un moment dramatique où la France continue à vivre des drames, je voudrais qu'on ait une pensée collective, parce qu'actuellement, il y a une prise d'otage qui se déroule en France. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier au moment où nous parlons. Et il y a 2 personnes qui viennent de décéder, on vient de l'apprendre. Donc c'est très important, je pense, d'être solidaire, puisque ces actes ne sont pas finis. Les fauteurs de troubles sont toujours dans la nature, mais les forces de police sont en train de les arrêter. Normalement, vont pouvoir les arrêter, a priori, d'après les informations que j'ai. Ils sont en mesure d'être interceptés. Mais je pense qu'on vit des heures dramatiques et que dans ces moments-là, la première chose à faire, ce qui a été fait par le président de la République, entre autres, c'est d'être une union nationale. Ça va au-dessus des partis politiques. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes tous journalistes. C'est les fondements de la démocratie qui a été bafoué. Je pense que c'est très important. Alors après, on essaye d'élever un petit peu le débat pour voir qu'est-ce qui se passera par la suite, mais on est encore sous le choc puisque c'est pas terminé à l'heure actuelle. Mais ce qui est très important, effectivement, je pense qu'il ne faut pas
tomber dans le piège qui nous est tendu. Le but de ces gens-là, c'est d'abattre la démocratie. Ils agissent non pas au nom, évidemment, d'une religion, puisque les premières personnes à les avoir condamnés, c'est des personnes de confession musulmane qui ont été les premiers à être salis par ces actes, qui sont en aucun cas ne peuvent être faits au nom d'une religion. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, ce qui est très important, c'est que c'est la culture, c'est l'éducation qui permettra. On pourra faire toutes les lois. Si on revient sur la liberté individuelle, ces gens gagnent. Le but du 11 septembre, c'était de créer complètement un choc des civilisations. C'est ce qu'ont fait malheureusement les républicains qui étaient au pouvoir. Ils sont tombés dans le panneau. Ces gens-là veulent qu'on restreigne nos libertés. Donc moi je dis, si on veut répondre à ces actes et faisons en sorte qu'il y ait plus de caricatures, faisons en sorte qu'il y ait plus de liberté, continuez vos vies, ne cédez pas à la peur. Et c'est pour ça que les rassemblements qui ont eu lieu, principalement en France, dans toutes les villes, que ce soit des petites villes de 100, 200 habitants. Il y en a eu des milliers. Je pense que c'est le meilleur acte que les gens aient pu faire, se retrouver ensemble. Moi, les messages que je reçois, nous les recevons tous, c'est que dans ces moments-là, les gens ont besoin d'être ensemble, ont besoin de se rassembler, ont besoin de partager. Parce qu'on s'aperçoit dans des moments comme ça qu'il y a des choses qui sont au-dessus de tout. Consubstantiellement à la société, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui nous rapprochent au-dessus de tout clivage politique et que nous défendons. Et je pense qu'on a tendance, dans notre quotidien, malheureusement, des fois, à les oublier. Et des actes comme ça nous permettent de nous dire, effectivement, je pense que c'est important d'apporter à la société, de se battre au quotidien. Il y a des gens, j'ai vu avant de venir, il ne faut pas oublier aussi tous les journalistes qui sont emprisonnés à travers le monde à l'heure actuelle, puisque la France est une démocratie, donc ça va, mais il y a beaucoup de pays, que ce soit en Russie ou en Chine. Encore de journalistes tunisiens exécutés. Absolument. Et je pense qu'il faut avoir une pensée également pour ces personnes-là qui au quotidien se battent pour la démocratie, pour des libertés, et sont encore plus valeureux parce qu'ils se battent dans des pays où justement il n'y a pas de démocratie, pas de liberté. Je pense que effectivement, ne tombons pas dans des amalgames comme l'a fait l'extrême droite. L'extrême droite, bien évidemment, se nourrit de ces actes-là. C'est les premiers à s'en nourrir. Et comme je dis, si pour eux, la réponse à la mort de personnes, c'est la mort, c'est de donner un État qui tue, je pense que c'est la pire des réponses qu'on pourrait avoir face à des actes aussi odieux. Et d'ailleurs, Robert Badinter a eu de très beaux mots suite aux attentats. Robert Badinter, qui, pour nos auditeurs, est le père de la fin de la peine de mort en France, finalement. Faisons un crochet, si vous le voulez bien, sur le cas Marine Le Pen, le cas de l'extrême droite, le cas des populismes, qui justement souhaitent, je l'évoquais déjà très rapidement tout à l'heure, qui souhaitent profiter de ces événements pour se nourrir, pour grandir. On voit aussi certains chroniqueurs ici ont diffusé hier soir sur notre page Facebook des commentaires qui sont diffusés sur les pages de chroniqueurs populistes au Québec, à savoir Monsieur Richard Martineau, Monsieur Éric Duhem, avec des propos fondamentalement racistes et islamophobes. Alors, la question va peut-être paraître un peu ésotérique au premier abord, mais comment peut-on concilier la volonté de se réclamer de l'esprit voltairien de Charlie Hebdo, l'esprit de libre expression, tout en considérant qu'il faille malheureusement supporter ce genre de propos qui sont contraires, du moins à l'esprit républicain tel qu'il est conçu en France, c'est-à-dire que ce n'est pas un régime neutre, c'est un régime qui est porteur de valeurs universalistes. Peut-être Madame Pinto d'abord, si vous le voulez, ou Monsieur Giraud. Le problème avec Madame Le Pen, c'est quand même ce qu'il faut lui admettre, c'est que c'était une redoutable communicante. Elle est réputée pour ça, et elle est en cela, elle se distingue définitivement de son père. Donc, on a vu les résultats aux dernières élections européennes. C'était pas un hasard. Il y a une opération de nettoyage de l'image qui retrouve malheureusement une certaine résonance au niveau de la population. Maintenant, je vais rebondir sur ce qu'on disait justement au niveau de l'éducation, essayer de comprendre, d'aller aux sources du problème. Souvent, quand on a des attentats et qu'on identifie en fait leurs auteurs, on décrit leur parcours et on dit voilà d'où ils sortent et ce qui s'est passé et pourquoi ils en sont arrivés là. Mais le problème, c'est qu'on n'en tire jamais les conclusions. Comment
agir en aval par rapport à ça. Puis je pense que c'est vraiment crucial parce que finalement, ces terroristes-là, ce sont des Français. Il faut pas oublier. Donc ils sont nés en France, ils ont grandi dans le système éducatif français, et finalement, vous voyez, on parle de travailler sur l'éducation, et il y a eu un échec. On sait qu'on a une situation au niveau de l'emploi qui est très tendue, qui touche majoritairement aussi les gens de la communauté qu'on peut identifier à la communauté maghrébine. Là, il faut voir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils basculent à cause de la précarité peut-être de leur situation, pour ensuite rejoindre des groupes religieux qui sont radicaux, qui vont les entraîner dans une certaine idéologie à laquelle, à l'origine, ils n'adhéraient très probablement pas. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire, puis peut-être même aujourd'hui, être capable de l'identifier aujourd'hui les jeunes et de leur dire, êtes-vous présentement dans une situation où vous pensez rejoindre un groupe plutôt radicaliste? Je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire, donc pas seulement au niveau de l'éducation, mais aussi avec l'état d'esprit actuel de la jeunesse française. Oui. C'est intéressant, effectivement, plusieurs se sont interrogés sur la capacité encore de la France, la République à faire sens, à être porteur d'espoir d'une certaine manière, et que la nature ayant horreur du vide, les gens se reportent vers d'autres valeurs porteuses de sens. Madame Pinto, vous ne sembliez pas d'accord avec les propos de Monsieur Giraud, ou du moins peut-être les nuancer. Les nuancer, c'est-à-dire que je pense que le problème, c'est qu'il y a en France un problème de société. Il y a un problème de chômage qui est grandissant, et ça n'a rien à voir avec qu'il soit d'origine maghrébine ou non. Parce que vous avez raison, je veux quand même dire qu'il y a quand même une discrimination qui est quand même connue au niveau de la couleur de peau. Puis moi, je l'ai vécu moi-même. Je sais quand même ce que c'est que postuler quand vous êtes basanais ou un pur laine de France, c'est pas la même chose. Non, mais il y a un risque d'essentialisation, et ça c'est vrai. Comment on marche sur un fil extrêmement mince là sur la question? Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être difficile. Enfin, moi-même, j'ai des origines. Mon nom de famille n'est pas français. Mes parents ne sont pas français. Ce sont des immigrés. C'est pas auvergnat comme nom. Et non, c'est pas du tout auvergnat. Pas du tout. Oui, mais moi, c'est écrit sur ma face. C'est ça la différence. Non, mais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous nés en France. On a tous les mêmes chances. L'école est publique, est laïque. Moi, mais j'ai grandi avec des Maghrébins, des Africains, de toutes les confessions. On part tous sur un même pied d'égalité, en tout cas au niveau des institutions. Et donc, je pense qu'on a tous la chance de pouvoir réussir. Après, il y a des personnes qui, je pense, se perdent. Je pense qu'il faut revoir aussi le système scolaire en France. On est mal redirigé. Quand on arrive au bac, il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent perdus, qui ne savent pas trop quoi faire. Et donc je pense qu'il y a des choses, il y a des bases éducatives qu'il faut revoir en France. Ces personnes qui agissent, ce sont ni des musulmans, ni des islamistes. Ils ont aucune culture musulmane. Ça se trouve, ils ne sont même pas allés dans le pays d'origine de leurs parents. Ils sont nés en France. Je ne sais même pas s'ils ont déjà ouvert le Coran une fois dans leur vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Oui, mais je veux quand même rebondir sur la question sociale et économique qui sont quand même très liées par rapport aux communautés visibles, comme on les nomme ici. Il y a une volonté au niveau du gouvernement. C'est très facile d'avoir une parole qui prône justement l'ouverture à toutes les communautés, mais vous avez le monde de l'entreprise qui est très différent aussi. C'est-à-dire que quand vous prenez l'exemple du CV anonyme comme on l'a ici et qui est en train de se développer en France, ça vous donne pas du tout la même chose. Quand vous voyez l'origine le CV comme il était encore il y a quelques années en France, où on mettait sa photo, on mettait sa nationalité, c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment une approche à ce niveau-là où l'entreprise aussi, il y a un travail à faire qui est très loin de la volonté gouvernementale. Ouais, un travail là encore de pédagogie. Monsieur Chantrel. Moi, je réagirais également sur ce qui a été dit, sur le fait que moi-même j'ai vécu toute mon enfance en banlieue. Il y a des choses formidables qui se passent en banlieue, il faut le savoir. Il y a des créateurs de talents, il y a des gens extraordinaires qui créent de la richesse,
qui ont une force d'initiative peut-être plus forte que n'importe qui d'autre, qui ont une rage de vaincre, de réussir, qui est énorme. Et je pense qu'il faut utiliser toute cette énergie qui est là, présente dans nos banlieues, pour en faire quelque chose de positif et envoyer des signaux positifs. Plutôt que de parler toujours des gens de manière négative, de parler d'actes terroristes ou autres, mettons en avant ces personnes qui réussissent. Parce qu'il y en a beaucoup, moi j'en connais personnellement énormément. Donc je pense qu'on va combattre par la culture et surtout par l'éducation dès le plus jeune âge. Effectivement, je pense que nous sommes quelque part, moi je le pense fondamentalement par rapport à ces actes-là, collectivement responsables, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé effectivement des personnes qu'on ne s'occupe plus, qui sortent des systèmes. On ne veut pas savoir ce qui leur arrive. Je pense que la société, faire sens en société, c'est d'être collectivement responsable, de dire quand des gens échouent, il faut qu'on apporte tout notre soutien pour leur permettre d'être réinsérés. Parce qu'une personne qui est désinsérée, ce n'est pas juste un individu qui est perdu, c'est toute la société qui est perdue, qui perd quelque chose également. Je pense que nous devons, en tout cas quand on est démocrate, nous devons à tout prix tout faire pour agir sur les inégalités, qui sont un terreau, effectivement. Le principal terreau du terrorisme, c'est les inégalités. C'est les personnes qui sont dans les endroits les plus démunis. C'est des terreaux qu'il faut combattre. C'est pas juste en agitant, c'est pas un problème racial, c'est pas un problème de communautarisme, c'est un problème social. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est ça à la base de tout. Et je pense que collectivement, il faut que ce genre d'actes nous servent au moins à ce genre de choses, d'aller de l'avant. Faut essayer de corriger effectivement et d'éviter que d'autres drames de ce type-là puissent avoir lieu. Ouais. On va recentrer, si vous le voulez bien, la discussion plus sur la question de la capacité d'expression des journalistes et je dirais plus généralement aussi des créateurs, des artistes. Là encore, la ligne est mince entre la nécessaire liberté d'expression et cette volonté cette nécessité sociale, je dirais, d'une certaine pacification des mœurs, des rapports sociaux. Et à cet égard-là, donc, on va diffuser un extrait d'une entrevue avec Cabu qui a été diffusée il y a 2 ans sur la chaîne TV5 Monde. Une pièce de théâtre ne plaît pas aux intégristes catholiques qui manifestent. Quand on fait un dessin contre les fanatiques musulmans, ils nous menacent de mort, et ça, on ne peut pas le supporter, quoi. Oui. Ce qu'on supporte, c'est les tribunaux. On accepte, quand on attaque quelqu'un, on accepte d'être devant un tribunal, mais on accepte. Mais ce qu'on ne peut pas accepter en France, c'est d'être menacé de mort pour un dessin. Bon, on le sait, Charlie Hebdo a été poursuivi un nombre incalculable de fois depuis sa création, sa fermeture, sa recréation, avec très peu de condamnations au demeurant. Mais on le sait que ça a été aussi, et ce l'est toujours, c'est un poids pour les médias, et particulièrement les médias alternatifs, les médias indépendants, de devoir assumer ce risque juridique. On parle souvent de bâillon juridiquement ici. Comment peut aujourd'hui encore continuer cette liberté d'expression, sachant que au moindre risque, à la moindre parole possiblement choquante, on peut se retrouver dans les tribunaux avec tout ce que ça implique en termes de coûts juridiques. Peut-être Monsieur Chantrel. Oui, mais il faut déjà avoir à l'esprit, excusez-moi, que ne serait-ce que parler publiquement, avoir une opinion, c'est prendre un risque dans les sociétés. Et ça, c'est très important. Je te dis, faire le métier de journaliste, quelque part, c'est ce que j'ai dit, dans certains pays, ça l'est encore plus, c'est ce que je disais au début de mon intervention, c'est prendre un risque. Et véritablement, là on parle de la liberté d'expression, il y a des règles communes, malgré tout, qui s'imposent à nous tous, dans quel cadre on souhaite exprimer cette liberté d'expression. Et c'est à nous, collectivement, d'en décider. Par exemple, et heureusement, je pense que personne ne sera contre, l'appel au meurtre est sévèrement sanctionné, péni. Il y a des règles. On a justement un exemple sur ça, parce qu'on a des traitements qui sont très différents entre ce qui se passe en Europe continentale, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. On avait l'exemple justement hier je ne sais pas quel est son statut exactement, mais d'un dirigeant musulman au Royaume-Uni qui faisait justement un appel à la lapidation des communautés gays. Il peut s'exprimer dans les médias anglais sans aucun problème et avancer ces idées-là, ce qui est quand même assez extraordinaire. J'imagine mal
qu'on puisse entendre des choses de la sorte dans des médias peut-être en France. Et ici, ça passerait quasiment pas. On n'a pas du tout la même approche, je trouve, au niveau de la tolérance, au niveau de la ligne à franchir et par rapport au juste milieu. Pour une raison très simple. C'est qu'on est tous le fruit d'une histoire aussi. Et voilà. C'est ça qui est très important. C'est une histoire qui définit. Nous, sur notre sol, on a connu la barbarie. On a connu la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça qui définit aussi ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Ouais. Beaucoup de pays qui, eux, ont une liberté plus extensive, en général, liberté d'expression, n'ont pas connu ce qu'on a connu sur notre sol en Europe. Effectivement. C'est une importance importante. On va partir en pause parce que, voilà, il faut bien avoir de la publicité pour rémunérer nos chers artisans de CIBL. C'est aussi ça, une radio indépendante. On se retrouve dans quelques minutes et on continue avec cette discussion effectivement très intéressante sur le relativisme culturel vis-à-vis de la liberté d'expression. Jusqu'à 10h, vous écoutez Jeune Loup, Vieux Lion avec Florent Michelot à CIBL. Maurice. Oui. Les juifs, les chrétiens, les musulmans. Oui. Ils ont tous le même Dieu. Tout à fait. Ben, qu'est-ce qui les sépare? La façon qu'ils ont de lui lécher le cul. Montréal. Pour animer vos avant-midi à Montréal, CIBL 101.5. Poursuivez le débat sur les médias sociaux en nous suivant sur notre page Facebook et sur Twitter avec le mot-clic JLVL. Une pièce de théâtre ne plaît pas aux intégristes catholiques qui manifestent. Quand on fait un dessin contre les fanatiques musulmans, ils nous menacent de mort, et ça, on ne peut pas le supporter, quoi. Oui. Ce qu'on supporte, c'est les tribunaux. On accepte, quand on attaque quelqu'un, on accepte d'être devant un tribunal. Mais on accepte. Mais ce qu'on ne peut pas accepter en France, c'est d'être menacé de mort pour un dessin. On retrouvait Cabu pour une deuxième fois au retour de l'émission. Juste avant la pause, nous évoquions justement ce qui culturellement, historiquement, peut constituer des balises à la liberté d'expression. On faisait justement référence avec Monsieur Chantrel au passé, particulièrement le passé fasciste et proto-fasciste qu'a connu la France. On sait aussi que la Cour européenne des droits de l'homme s'est à plusieurs reprises prononcées sur les cadres de la liberté d'expression, et effectivement qu'il fallait tenir compte justement des paramètres culturels, et que la liberté d'expression ne pouvait pas être interprétée de façon uniforme, unilatérale, quelle qu'était la région. Alors évidemment, ça pose problème pour parfois comprendre les paroles de certains journalistes dans d'autres pays. On a vu notamment que les journaux québécois ont repris une caricature de Charlie Hebdo de façon unitaire, ce qui a été salué, mais qui, force est de constater, quand même assez minime, mais que les journaux anglophones du reste du Canada n'ont pas voulu le faire. Et c'est probablement une illustration assez évidente de ce que nous évoquions à l'instant. Je vous ai coupé, Monsieur Chantrel, juste avant la pause, si vous vouliez reprendre votre propos. Oui, absolument. Et je pense que c'est très intéressant ce que vous dites, c'est chaque société définit ce qu'elle considère comme étant acceptable communément et ce qui ne l'est pas.
Il y a effectivement d'autres sociétés où ils considèrent qu'il y a encore une forme de sacralisation de la religion et ils considèrent que d'y toucher quelque part, c'est atteindre à l'individu, aux gens dans ce qu'il y a de plus sacré. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on doit se permettre, et on se permet auprès de toute religion, même les personnes qui sont de confession de toute religion, je pense qu'on a un devoir de critique par rapport à notre propre religion, par rapport à nos propres engagements. Je pense que c'est sain au niveau ne serait-ce que de la démocratie, où c'est toujours très sain d'avoir un esprit critique sur ce que l'on fait et de ne pas être justement pour éviter des dérives éventuellement extrémistes ou autres. Je pense que c'est sain et il y en a qui l'acceptent. Mais quand on touche à quelque chose qui est considéré comme sacré par des personnes, en tout cas qui considèrent ça comme étant sacré, c'est sûr qu'on touche à quelque chose qui peut blesser des personnes. Et il faut éviter. Moi, personnellement, en général, quand je voyais les caricatures de Charlie Hebdo, je disais que c'était leur droit le plus strict, je les défendais pour le faire. Il y a la fameuse citation de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Et je pense qu'ils avaient le droit de le dire. Et je pouvais comprendre que des personnes étaient blessées par ce qui était fait. Et en général, il y avait des messages aussi. La démocratie et la liberté d'expression, c'est qu'en général, si on donne l'opinion à quelqu'un qui est extrême, il faut donner de l'autre côté l'opinion inverse pour que ça puisse faire un jeu d'équilibre. C'est ça la réelle liberté d'expression. Alors comment désacraliser le sacré? Ce sera une discussion probablement que l'on aura après cette entrevue qu'a fait notre recherchiste mettant en nom d'éco-animatrice Mathilde Lefebvre avec le caricaturiste du quotidien Le Devoir, Monsieur Garnotte. Oui, c'est ça, Florent. Alors, j'ai interviewé Monsieur Michel Garneau, dit Garnotte, mercredi dernier. Monsieur Garneau me disait finalement qu'il a dû refaire un retour de ses vacances fort brutal, si on veut. Monsieur Garneau essayait de passer quelques jours de plus à la maison, étant donné que l'Assemblée nationale ne reprenait pas encore ses travaux. Là, il a été forcé de reprendre le travail un peu plus tôt que prévu. Alors, on l'écoute tout de suite. Est-ce que vous connaissiez personnellement les membres de l'équipe de Charlie Hebdo ou... Pas personnellement, non. Je les ai rencontrés. On ne peut pas dire que je les connais personnellement. Okay. Mais dans des rencontres de dessinateurs, on se rencontre là, comme ça, là, mais au moment où je les ai rencontrés, j'étais vraiment un débutant, puis je les ai trouvés très sympathiques toutefois. C'est des gens que j'admirais parce que moi, je les lisais depuis... Ben, pas tous, là, parce que Tignas et Charb, ça, c'est des recrues, là, pour... si on veut, pour la revue. Mais les Cabu, les Wilinski, tout ça, c'était des piliers de longue date. Ben oui. Est-ce que vous lisiez le Charlie Hebdo depuis longtemps? Oui, ben ça depuis longtemps. J'étais pas un abonné, là, mais j'aimais beaucoup leur ton frondeur de l'époque des années 70-80, là. Oui. J'appréciais beaucoup ça. Par après, là, j'avoue que j'ai beaucoup moins suivi. Les dernières années, je les suivais pratiquement pas. Mais néanmoins, j'appréciais ce qu'ils faisaient comme travail, là, mais c'était pas la même époque, c'était pas le même esprit non plus. Il était devenu un peu plus axé sur certaines, il y avait comme des clous sur lesquels ils aimaient beaucoup taper, c'est-à-dire par exemple l'islamisme radical et tout. À un moment donné, ça devient répétitif. Non, c'est sûr. À un certain point. C'est sûr. Pourquoi c'était important pour vous de dessiner en hommage de Charlie Hebdo? Écoute, c'est parce que c'est d'une part l'attaque dont ils ont été victimes, c'est une attaque que je perçois, moi, comme une attaque contre la liberté d'expression des caricaturistes, mais aussi des journalistes en général, la liberté d'expression tout court là, dans la société. Je trouve que c'est un geste qui a été posé par les terroristes, qui était justement un geste de terrorisme, et puis je trouve qu'il ne faut pas laisser passer ça. Mais là, dans la mesure de mes moyens, donc c'était de faire un dessin là, pour souligner ça. Mais là, c'est sûr que dans un premier temps, tu vois, il y a le côté hommage aussi aux caricaturistes qui sont décédés que j'appréciais. Puis après ça, tu sais, là il va venir toutes sortes
d'autres étapes, j'imagine, là, on va voir comment ça va tourner. C'est qui ces terroristes-là? Là, présentement, on n'a que des hypothèses, hein, il n'y a rien de très sûr, alors on va voir ce qui va sortir de ça. Là. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez des réactions de nos politiciens depuis hier? Ah, ben, écoute, c'est des réactions qui ont été presque unanimes. Hein. C'était de la condamnation et puis l'appel à la solidarité. Je pense que c'était des réactions qui étaient convenues et convenables, tu sais, dans le sens où qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent en plus là, non, dans un cas comme ça, tu t'assures le gouvernement français de ta solidarité, puis tu compatis pour les familles des dessinateurs et des gens qui ont été frappés là par les terroristes. Écoute, on est dans l'immédiateté des réactions aussi. Oui. Alors, j'ai trouvé que c'était correct. Grosso modo, les gens ont appuyé sans réserve là cette fois-ci, parce que ça se rappelle la fois des caricatures de Mahomet en 2005. Là. Oui. Ça avait été beaucoup plus réservé, puis tu sais, les gens marchaient sur des œufs, et tu sais, ils voulaient pas... par exemple, les éditeurs de journaux ne voulaient pas éditer les caricatures de Mahomet. Là, il y en a encore, mais il y en a moins déjà. Puis là, on a vu un genre de solidarité chez les éditeurs de journaux, chez les rédactions, pour vraiment marquer d'une façon ferme là, la réprobation, mais unanime de tous ces intervenants-là dans le milieu. Tu sais. Donc, il y a eu vraiment une indignation puis une démonstration de solidarité vraiment rare. Mm-hmm. C'est assez rare qu'on voit ça. Là, tu sais. Donc, je dirais que ça a indigné vraiment beaucoup toutes les classes. La classe politique, la classe journalistique. On voit par les rassemblements qu'il y a eu, genre Place de la République, je pense qu'il disait 35 000 personnes, quelque chose comme ça. Oui, c'était très impressionnant, effectivement. Et t'imagines, écoute, c'est énorme. Là. C'est vraiment les gens qui sont sortis dans la rue en guise de solidarité, parce qu'au fond, c'est tout ce que qu'est-ce qu'on peut réclamer, là, rien du tout. C'est juste une indignation que tu peux exprimer. Oui, certainement. Aimeriez-vous ajouter quelque chose de plus personnel, peut-être, ou quelque chose que vous n'avez pas pu dire encore depuis hier? Non, pas vraiment. Écoute, j'ai vraiment tout dit ce que j'avais dans le panier. Là. Vraiment, mais écoute, je suis vraiment désolé pour ces dessinateurs-là que j'appréciais beaucoup en tant que personne et en tant que dessinateur. Ouais. Autant en tant que personne qu'en tant que dessinateur. Puis, faut pas oublier non plus les autres. Il n'y a pas juste des dessinateurs là-dedans. Il y a des gens qui ont vraiment été frappés... de façon, c'est la façon aussi dont ils ont attaqué, là, tu sais, je veux dire, c'est une façon quasi militaire, c'est un acte de guerre, ça, tu sais, c'était des gens entraînés en plus, d'après ce qu'on peut voir. Oui. Alors, écoute, même des policiers ont été comme surpris par l'efficacité de leur aide. Alors, vraiment, je crois que c'était comme inévitable d'une certaine façon, parce qu'on s'y attendait. Hein, il y avait eu des menaces. Mm-hmm. Et tout le monde le savait que ça pouvait arriver. Ben oui. Mais c'est arrivé, puis là, maintenant, on est un peu en deuil de ces grands dessinateurs-là. Absolument, on va être en deuil encore un bon bout, puis on espère que ce sera pas trop une occasion pour les gens de se crier dessus. Michel Garneau, dit Garnotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vraiment, votre intervention était fort appréciée. Merci. Merci à vous, puis une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, nous revoici donc après l'entrevue de Garnotte, caricaturiste au Devoir, toujours dans l'émission Jeune Loup Vieux Lion, renommée aujourd'hui Maurice et Patapon, toujours avec nos trois invités, Yann Chantret, Mélanie Pinto et Cyril Giraud. Durant cette entrevue que nous avons tout de même écoutée avec la plus grande attention, nous discutions avec nos invités, nos panélistes, des risques
majeur sous-jacent aux événements de cette semaine, et particulièrement des questions d'amalgame, cette tendance à l'essentialisation selon lequel le maghrébin serait nécessairement musulman, notamment selon lequel l'islamiste serait nécessairement un extrémiste, et selon lequel le musulman serait nécessairement islamiste. Et voilà, ces réflexions au bout de ficelle auxquelles on a droit de plus en plus souvent, y compris par des personnes de médias qui disposent de temps d'antenne parfois beaucoup plus élevés que certains politiques. Mélanie, qu'est-ce que vous souhaitiez avancer en la matière? Comment peut-on éviter cet écueil de l'amalgame? Alors, moi, je pense, en tant que journaliste, pour éviter cet écueil de l'amalgame, il faut que nous, journalistes, justement, soyons très prudents et très rigoureux lorsqu'on parle d'un individu. C'est-à-dire que même s'il s'appelle Mohamed, Rachid ou autre, déjà par le prénom, on sait qu'il n'est pas d'origine française. On n'a pas besoin d'en rajouter. C'est-à-dire que souvent, il y a un adjectif et on marque d'origine maghrébine. Je ne vois pas pourquoi on stigmatise. Je pense que les journalistes devraient faire très attention. C'est pareil quand on parle... on ne savait absolument pas qui étaient les agresseurs, les assassins de Charlie Hebdo. On ne le savait pas. Tout de suite, la presse française a parlé d'actes islamistes, de revendications Al-Qaïda. Moi, c'est vraiment, il faut faire très attention. Je pense que c'est de notre devoir, justement, de faire attention à... Alors, est-ce que ça c'est une corollaire de la multiplication du nombre de médias, et particulièrement des médias 24 heures où c'est la course à l'échalote à celui qui aura le scoop? Non, mais bien sûr, c'est vrai qu'il y a un problème aussi de qualité de l'information. On fait de la quantité et plus de la qualité, c'est-à-dire qu'on veut être les premiers à avoir les informations. Il y a de la précarité aussi dans le milieu médiatique. Ça, bien sûr. Alors évidemment, et là je fais une liaison avec le propos que je souhaitais développer avec M. Chantrel. Il y a une perte de qualité, il y a de la précarité, et qui plus est, de plus en plus, les journalistes sont remplacés par des chroniqueurs, des populistes, qui dans le fond utilisent les médias pour développer des points de vue sans pour autant être tenus à la rigueur journalistique. Et ce qui est très très grave aussi des fois, c'est qu'il y a des intérêts financiers qui détiennent des médias. Je pense qu'il faut aussi le dire, il y a des intérêts financiers, il y a des marchands d'armes. Je pense qu'il faut faire des lois justement pour interdire, par exemple, toutes les personnes, tous les industriels qui ont des contrats avec l'État qui puissent disposer de médias. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et surtout... Est-ce que vous pensez à M. Dassault? En grande partie, oui. Monsieur Dassault, pour les auditeurs, qui est propriétaire donc du plus grand producteur d'avions de guerre, notamment en France, qui est sénateur. Exactement. Et qui est propriétaire du journal Le Figaro. Exactement. Et je pense que ça, c'est pas acceptable. Dans une société, il faut essayer que les médias, qui sont un des fondements de la démocratie, n'appartiennent pas à des intérêts privés. Il y a des choses qui se font sur Internet qui dépendent uniquement, justement, des lecteurs. Et ça, c'est des choses qui sont plutôt à part ça. Mais je voudrais élargir un petit peu le débat, justement, on parlait des médias. Je pense que c'est très important aussi d'en voir dans quel environnement médiatique on vit désormais. Il a totalement changé en 30 ans. On est passé du culture de l'écrit aux cultures de l'image. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vois les gens qui regardent un journal du soir, en général, c'est des images qui sont choquantes, qui sont blessantes. N'importe quel être humain va réagir sur l'émotion. On ne crée rien sur l'émotion. C'est le raisonnement. C'est l'appel au raisonnement, à la réflexion qui permet justement de surmonter des événements comme ça. Le problème, c'est que cette culture de l'image, on a changé de société. Et quand je parlais d'éducation au début de l'émission, je pense que c'est le rôle aussi de l'éducation de former les citoyens dans l'environnement médiatique dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'enseigner de la même façon que de la manière dont on enseignait au 19e siècle, où il y avait uniquement que l'écrit. Je pense que c'est fondamental de donner des outils aux citoyens pour que ça soit un citoyen éveillé, pour comprendre les nouveaux médias. Décrypter, comprendre les nouveaux médias, parce que une grande partie de la jeunesse désormais s'informe uniquement sur Internet. Et justement, je pense que c'est très important de faire le tri dans l'information qui est donnée. Ça c'est intéressant, parce qu'on voit de plus en plus d'informations dites complotistes, prétendument antisionistes, mais fondamentalement antisémites, qui se diffusent à vitesse grand V aujourd'hui. D'ailleurs, des témoignages
d'enseignants depuis 2 jours qui expliquent que certains de leurs élèves qui ont découvert les informations par le biais d'Internet à propos de Charlie Hebdo appuyaient ces actes barbares sous prétexte comment je pourrais dire ça, de lilliputianisme intellectuel. Monsieur Giraud, on va revenir aussi sur la question de l'amalgame et puis évidemment comment ne pas faire référence à un sujet ici qui est au cœur des discussions comme un serpent de mer depuis 2006, les accommodements raisonnables, la charte des valeurs, la charte de la laïcité, une conception de la laïcité aussi qui est assez différente ou du moins de ce qui est compris en France, ou du moins de ce qui était à l'origine en France. Oui, tout à fait. Présentement, ici, on danse vraiment sur un fil. On est encore en train de définir en fait les grandes lignes de ce qui est acceptable ou pas dans la démonstration de l'appartenance religieuse ou non. Hein. Je veux dire, maintenant, il y a des gens qui adhèrent à Noël sans que ce soit forcément l'idée purement chrétienne qui soit derrière. C'est vraiment une question sur laquelle on est très... on n'est vraiment pas du tout au même niveau qu'au niveau de la France, je dirais. C'est très particulier. C'est un sujet qui est très très sensible. Je voudrais quand même juste revenir sur la question ce qu'a soulevé Mélanie par rapport à la responsabilité des médias. Je voulais faire un point sur la responsabilité au niveau de la représentativité de la parole. Tout à l'heure, vous avez parlé des polémiqueurs. Ce qui est très important, c'est que vous avez très peu de polémiqueurs qui occupent la moitié de l'espace. Alors que vous avez des tas d'autres personnes qui peuvent leur faire contre-pied, qui n'occupent que l'autre moitié. Puis vous en avez d'autres qui aussi sont impliqués au niveau communautaire, qui n'ont pas forcément accès aux médias, mais qui travaillent fort de leur côté. Le problème, c'est que dans l'esprit public, on se dit, Monsieur Martineau, par exemple, occupe la moitié de l'espace sur telle ou telle question par rapport à ses positionnements, donc il représente la moitié de la population, ce qui n'est pas le cas. Donc, et on l'a vu encore une fois, pour revenir D'ailleurs, il représente même pas la moitié de son cerveau. Mais on l'a vu aussi au moment donc de toutes les discussions autour de la charte. Il avait une tribune qui était assez énorme et quasiment obscène, de pouvoir parler autant en son propre nom pour représenter soi-disant les Québécois. Et puis Richard Martineau, ça nous permet de faire un lien aussi avec l'extrême droite. Non pas que Richard Martineau soit d'extrême droite quand même, n'allons pas jusque-là. Mais ce monsieur n'a eu d'autre idée que d'inviter le matin même... dans le fond, à l'heure où on apprenait ici les exactions à Paris, d'inviter Marine Le Pen à débattre du sujet. Je pense même que c'est la première expression qu'a eu Marine Le Pen, c'était au Québec grâce à Richard Martineau. C'est même fort possible. Comment on peut faire pour... je veux dire, on revient au nœud du problème. Il y a la liberté d'expression, ces personnes ont le droit de s'exprimer, aussi stupides soient-elles. Et comment on fait malgré tout pour que, juridiquement, collectivement, on puisse avoir des limites? Alors, est-ce que c'est des limites professionnelles? Ces chroniqueurs, ces éditorialistes ne sont pas soumis aux mêmes règles éthiques que les journalistes. Comment on peut encadrer ce travail médiatique? Monsieur Gentrel, peut-être. Par exemple, pour prendre l'exemple éventuellement de la France, c'est un délit d'avoir des propos racistes, d'avoir des propos, de faire appel à la haine ou autre. C'est ça le débat aussi. Qu'est-ce qu'on décide de l'acceptable, de l'inacceptable dans une société civilisée et où on peut faire sens en permettant le vivre ensemble. Et je pense que ces personnes-là, ce qu'il faut surtout, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il puisse y avoir un contrepoids qui est fait, qu'il puisse y avoir une parole médiatique en contrepoids. Et sur les extrêmes droites, et en quelque sorte, on s'aperçoit finalement qu'elles ne valent pas mieux que les personnes qui perpétuent ces actes. Ces gens-là, pour moi, sont aussi haineux que les gens qui perpétuent ces actes. Donc, comme réaction, voter pour ces gens-là, je suis désolé de le dire, avec cette force-là, mais c'est voter pour les gens qui finalement ont les mêmes valeurs, qui ont des valeurs de mort. Je pense que c'est la pire des réactions qu'on puisse avoir. C'est quelque part, c'est humain quand on a peur d'essayer de se protéger ou de réagir, mais je pense que justement quand on est civilisé, on se doit d'aller au-dessus de ça, on se doit d'aller vers l'autre, de tendre la main, et contrairement à ce qu'on pense,
c'est ce qui est en train de se passer en France avec les rassemblements qu'il y a. Et je crois qu'il faut le noter, il n'y a eu aucun incident. Dans tous les rassemblements, il y en a eu des milliers en France. Il n'y a eu aucun incident. Aucun incident. Et les gens se sont rassemblés de toute obédience. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder quand même principalement de manière... C'est ça qui est très positif. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience aussi qui peut être prise. C'est que les gens, des fois, ne s'adressaient même pas la parole à leurs voisins. Et là, ils commencent à recréer du lien social. C'est important d'avoir du lien social dans notre société. On ne fait sens que s'il y a du lien avec les autres. L'être humain tout seul, il n'existe pas. Il n'existe que par les autres et pour les autres. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ouais, je suis pas trop d'accord avec le raccourci que vous avez fait par rapport à la description des électeurs de l'extrême droite. Il ne faut pas oublier que c'est un électorat qui est très volatile, hein, qui avant voté pour d'autres partis et en très peu de temps a basculé vers le FN. Mais qui aujourd'hui est structuré. Oui, peut-être, mais il y a des gens qui votent effectivement au niveau très personnel. C'est quand l'affect est atteint, on ne sait pas comment ils vont voter demain. Peut-être qu'il va y avoir une ligne de vote qui va se durcir, peut-être pas. Mais ceci dit, faut pas généraliser. Je trouve ça un petit peu dangereux de stigmatiser les gens qui ont voté FN au mois de mai pour les européennes. C'était pas par rapport aux attentats qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, je voudrais vraiment qu'on fasse pas ce raccourci. C'est très important. C'est pas un raccourci. Je voudrais intervenir par rapport à ça. C'est pas un raccourci. Je pense qu'on a trop longtemps justement dit que c'était normal. La droite a beaucoup fait ça aussi, essaye de récupérer des idées de l'extrême droite. Et continue de le faire aujourd'hui. Et ce qui est très important de dire, c'est que ces gens-là, non, il ne faut pas dire on vous comprend, non, c'est pas acceptable de voter pour un parti d'extrême droite et c'est condamnable. Et ces gens-là, moi je les excuserai pas. Je leur dis maintenant désormais quand vous votez pour des partis extrémistes, je suis désolé, vous prenez une responsabilité très grande par rapport à ça et il ne faut pas justement les excuser. C'est inexcusable. Non, je les excuse pas, voilà. Juste qu'il faut comprendre pourquoi ils ont basculé vers un autre vote. Ouais. Et il faut surtout les convaincre qu'il ne faut pas voter pour ça. Oui, il faut essayer de prendre en compte en prenant en compte éventuellement des idées extrémistes. On va aussi laisser parler la journaliste qui est au milieu des allez, je vais dire 3 autres politiques parce que j'en suis aussi moi. J'ai double casquette. Mélanie, vous souhaitiez intervenir? Oui, enfin... Je pense que aujourd'hui, il y a du vrai. Il y a beaucoup de Français qui sont déçus de la droite, déçus de la gauche, déçus de tous les politiciens, et qui se sont rabattus effectivement vers l'extrême droite. Mais c'est parce que je pense qu'ils sont perdus parce qu'ils ne trouvent plus de réponse, et ils veulent un espèce de chaos politique. Et il y a des personnes qui ne pensent pas, qui n'ont pas les idées en fait de Marine Le Pen, mais pas du tout, mais qui veulent un chamboulement politique, qu'ils voteraient pour Marine Le Pen pour que ça se passe. Bon. Simplement pour ça. Et le pire dans tout ça, c'est que les premières victimes, ça serait eux. Parce que l'extrême droite actuellement est dans les municipalités, ils coupent pour qui? Pour les plus pauvres. Exactement. Et c'est ces personnes-là la plupart du temps qui votent. Les premières victimes, c'est ces gens-là. Je vous pose une dernière question. Dans cette unité internationale à l'égard de Charlie Hebdo, comment on fait pour continuer à garder des doigts en l'air et continuer à être irrévérencieux et à faire des blagues salaces, scatophiles? Comment on fait pour préserver l'esprit Charlie dans cette nécessité d'être solidaire? Comment on fait pour continuer d'envoyer chier le monde comme le faisait Charlie si bien? La chose qu'on peut faire, déjà à Montréal, suite au rassemblement qui a eu lieu, il y a un collectif qui est en train de se monter, qui est en dehors de toute partisanerie, qui rassemble tous les républicains, qui s'appelle Collectif Charlie Hebdo Montréal, et qui va organiser justement des rassemblements cette fin de semaine pour que les gens puissent se réunir à nouveau. Et je pense que collectivement, ce que je disais au début, il faut encore plus de caricatures. Il faut continuer. C'est la meilleure des réponses qu'on puisse faire. J'ai vu que Charlie Hebdo allait faire un journal qui allait tirer à plus d'1 million. Je crois que le geste démocratique. Juste avant d'entrer en ondes, j'ai lu qu'il s'est même traduit en 16 langues. S'abonner à Charlie Hebdo. Absolument. Un autre commentaire, messieurs, dames. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Peut-être un peu plus d'implication, effectivement. Moi, je vais prendre du côté canadien, puisque ça fait 11 ans que je suis là. Peut-être plus d'implication des médias. C'est sûr que c'est facile de reprendre la vignette qui est la moins impertinente de toutes les vignettes impertinentes de Charlie Hebdo. Je pense qu'il faut un peu plus d'audace aussi de notre côté, en fait, de notre bord. Mélanie? Moi, pour terminer, tout simplement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je voudrais vraiment rendre hommage à Charb, Cabu, Wolinski, Tinius, Philippe Honoré, Bernard Marie, tous les autres qui sont morts. Et comme dirait Cabu, je préfère mourir debout que vivre à genoux. Donc battons-nous, continuons et faisons de la caricature,
à n'en plus finir. Ils ne gagneront jamais. Donc il faut continuer. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup Cyril. Merci beaucoup Mélanie. Merci beaucoup Yann. Merci pour cette émission, donc Jeune Loup Vieux Lion. La 86e déjà de son existence, une émission qui était censée être une émission de vœux pour cette nouvelle année qui commence lourdement, mais voilà, c'est ça l'actualité. Comme le disait, impliquons-nous aussi dans les médias. Ça tombe bien, on est sur une radio qui est de l'économie sociale, une radio qui est là pour faire vivre la communauté montréalaise. Alors impliquez-vous, engagez-vous, ne laissons pas certains chroniqueurs populistes avoir la seule place dans les médias. Et écoutez, pour rendre hommage à l'irrévérence de nos chers journalistes de Charlie Hebdo, finissons-en avec un dernier extrait de Maurice et Patapon. Au revoir. Tu sais qu'il ne faut jamais confondre la forme et le fond. Quoi? La forme et le fond de quoi? La forme de ma bite. Au fond de ton cul. Désolé.